Face à Face. Et pour le face-à-face aujourd'hui, André Berkoff reçoit Barbara Stiegler, philosophe et auteur de ce nouveau livre Démocratie Manifeste. C'est aux éditions du Bordelot. Bonjour Barbara Stiegler. Bonjour. Alors Barbara Stiegler, je voudrais enchaîner sur le discours d'Elisabeth Borne que vous avez écouté avec moi, enfin la partie du discours, et justement parler de la démocratie. Vous avez beaucoup écrit sur la démocratie. Je rappelle que, mais on va en parler bien sûr, que vous venez de rééditer Il faut s'adapter sur un nouvel impératif politique qui paraît chez Folio, avec un chapitre sur les gilets jaunes. On va en parler, c'est très intéressant. Et puis, vous publiez au Bordelot, aux éditions du Bordelot, avec Christophe Pébart, Démocratie, point d'exclamation, manifeste. Alors, moi, quand j'entends ça, je ne sais pas, est-ce que c'est un véritable discours démocratique ? Non, bien sûr que non, et ça ne fait évidemment pas illusion. Elle cite dans son discours la notion de souveraineté. C'est évidemment une négation pure et simple de la souveraineté populaire, nationale, du peuple, qui a été pensée à l'échelle de l'État-nation par la Révolution française. C'est une négation pure et simple. Je rappelle d'ailleurs que le terme de patriote, le terme de souveraineté, également entendu comme souveraineté du peuple, donc oui, démocratique, renvoie à la Révolution française, qui n'est absolument pas pour autant nationaliste. On peut tout à fait être patriote, révolutionnaire, c'est-à-dire dans cet esprit que les révolutionnaires ont conduit la Révolution, prôner une souveraineté du peuple tout en étant profondément internationaliste. Et les révolutionnaires étaient engagés dans un processus révolutionnaire avec d'autres camarades à l'extérieur. Donc voilà, je crois que là, il y a toute une série, évidemment, de confusions, mais totalement délibérées. Délibéré, c'est ça. Et délibéré parce que justement, mais on en est là, enfin, c'est pas nouveau, hein. Même avant Orwell, on parlait de la novlangue et comment les mots, on les fait changer de sens et les sens, on les fait changer de mots. Mais je voudrais qu'on revienne à ça, parce qu'aujourd'hui, tout le monde salive démocratie, argue démocratie, etc. Mais Barbara Stiegler, vous avez écrit ce manifeste. En fait, si on veut revenir aux basiques, aux fondamentaux, et vraiment comprendre ce qu'on vit aujourd'hui par rapport à la séparation des pouvoirs, par rapport à Montesquieu et compagnie, est-ce que nous sommes en démocratie ? Évidemment, nous ne sommes pas en état totalitaire, parce qu'on vous répond, mais quoi, vous allez comparer la Corée du Nord à la Russie ou à la Chine avec son crédit social, etc. D'accord, mais ça veut dire quoi la démocratie ? Alors merci de cette question, je crois que c'est la première question à poser, et merci de rappeler qu'un régime politique peut être une démocratie, à supposer que ce soit possible, nous pensons que c'est possible, d'où le manifeste. Il peut être effectivement une dictature, mais il peut être tout autre chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix entre la démocratie ou la dictature ou le système totalitaire. C'est entièrement faux, toute notre histoire démontre le contraire. Il y a toute une série de régimes qui ne sont pas démocratiques, dans lesquels le peuple ne gouverne pas et qui pour autant ne sont pas des dictatures. Par exemple, on peut citer un exemple parfait pour ça, la monarchie constitutionnelle, une monarchie dans laquelle c'est le monarque qui gouverne avec les grands du royaume. Ce monarque, alors la monarchie peut prendre une forme absolue. Alors, bien sûr, dans notre histoire, c'est plutôt un modèle qu'on rejette aujourd'hui, et bien heureusement, hein, on est quand même les héritiers de la Révolution française. Oui. Mais dans les révolutionnaires français, vous aviez des partisans de la monarchie constitutionnelle. Et on en a énormément aujourd'hui. Ils sont un peu cachés. Ce n'est pas une dictature, puisqu'il faut obéir à ce qu'on appelait avant les lois fondamentales du royaume et à ce qu'on s'est mis à appeler une constitution. C'est-à-dire que le roi et les grands du royaume ne font pas exactement ce qu'ils veulent. Mais pour autant, ce n'est absolument pas une démocratie, puisqu'on a un monarque, on a les grands du royaume, on a une aristocratie, on a une cour qui prend les décisions. Donc, de ce point de vue-là, aujourd'hui, on n'est pas très éloigné en réalité de ce fonctionnement-là, même si ça s'appelle pas comme ça, même si ça s'enrobe ou ça se drape du terme de démocratie, les fonctionnements ressemblent beaucoup plus à des fonctionnements où un seul ou quelques-uns concentrent le pouvoir dans leurs mains. Alors Barbara Stiegler, est-ce qu'aujourd'hui en France, d'aujourd'hui, ce n'est encore une fois, c'est pas seulement Macron, enfin je veux dire, c'est pas le gouvernement actuel. Est-ce que depuis quelques décennies ou enfin, est-ce qu'on peut dire qu'on est en démocratie ? Et encore une fois, ça rappelle. Quels sont les critères, parce que c'est très important, de c'est quoi vraiment, quand je dis c'est quoi une démocratie, parce que après tout,
notre but, il est quand même, on a plus envie d'être en démocratie qu'en monarchie constitutionnelle ou autre. On a envie, en tout cas, d'avoir des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Alors, vous dites, on a envie, j'en sais rien. C'est-à-dire qu'en fait, il serait Disons temps... qu'on est un certain nombre de millions à avoir envie de ça. Oui, enfin, mettons vraiment les questions sur la table. La démocratie, c'est un régime dans lequel c'est le peuple qui gouverne effectivement. Demos, ça veut dire le peuple. Kratos, ça veut dire le pouvoir. Ça veut dire, c'est un régime dans lequel celui qui a le pouvoir, le seul souverain, c'est le peuple. Donc c'est une expérience politique assez extraordinaire. Cette expérience politique, nous pensons qu'elle est possible et qu'elle est attestée historiquement. Oui, mais en ce moment, enfin, on la voit pas. Hein. Alors, bien entendu, aujourd'hui, ce n'est pas le peuple qui gouverne. Alors, ça veut donc dire qu'il ne faut pas confondre la démocratie et un régime d'élection libre. Disons que c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. C'est pas forcément d'ailleurs une condition nécessaire. Par exemple, chez les Athéniens, qui est quand même la grande expérience historique attestée, qu'on connaît de mieux en mieux aujourd'hui, il y a eu énormément de progrès dans l'historiographie antique sur l'expérience athénienne qui a duré 2 siècles. Beaucoup de clichés très négatifs sont aujourd'hui en train de tomber sur cette expérience. Eh bien, chez les Athéniens, il n'y avait pas d'élus. On n'élisait pas de chefs ou de représentants. On votait énormément, c'est ce qu'on appelle dans notre livre, enfin ce que les chercheurs appellent la règle d'arrêt d'une délibération. Au bout d'un moment, la délibération, une fois on estime qu'on est allé au bout de cette délibération, elle doit être arrêtée par une règle d'arrêt qui peut être le vote, à main levée ou pas. Mais qui existait déjà. Oui, mais ce n'est pas l'élection. Or, aujourd'hui, on confond la démocratie et le vote, on confond le vote et l'élection, et on confond à la fin la démocratie avec un régime dans lequel ce seraient des élus considérés comme meilleurs que nous, aristoi, donc une forme d'aristocratie. La démocratie représentative. Oui, alors on y vient. Cette démocratie, elle a été en fait inventée par les Athéniens, effectivement. Alors, peut-être qu'il y a eu d'autres expériences anthropologiques qui ressemblent à la démocratie, mais en tout cas, le terme de démos, le terme de kratos, le terme de démocratia et toute la réflexion philosophique, politique sur la démocratie, c'est les Grecs qui nous l'ont légué, avec des conflits terribles entre ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Et ensuite, dans notre histoire à nous, Français, cette expérience démocratique, athénienne, de l'Agora, de l'Apnix, toutes ces références ont été remises à l'ordre du jour par la Révolution française. On va en parler tout de suite après cette petite pause. C'est très important parce que c'est important de remettre les choses au point. On continue de parler de démocratie sur Sud Radio avec vous au 0826 300 300 et avec Barbara Stiegler qui est notre invitée aujourd'hui. À tout de suite sur Sud Radio. Et nous sommes toujours et plus que jamais avec Barbara Stiegler pour le livre qu'elle a écrit avec Christophe Pébart, Démocratie manifeste. C'est très intéressant parce que c'est vraiment le cœur du problème. On vit, pas parce qu'on sache qu'on vit en démocratie ou en monarchie, mais est-ce qu'on vit en liberté? Est-ce que le peuple, que tout le monde effectivement invoque, et surtout les politiques, gouvernent ou pas? Et puis la réédition de « Il faut s'adapter ». Alors Barbara Stiegler, vous parlez d'Athènes et des Athéniens qui avaient effectivement cette mode... Quand on entend ça, on rugit de nostalgie, quelque part. Mais est-ce que, parce qu'on dit oui, c'est très joli tout ça, mais enfin, c'est parce que les Athéniens avaient des esclaves qui travaillaient, qui faisaient marcher la machine, et qui n'avaient ni droit d'intervenir, ni droit que ce soit, c'est pour ça que ça marchait. Alors je vous remercie infiniment de me poser cette question, parce que c'est effectivement un cliché qu'on enseigne dans les écoles et qui est parfaitement faux. Il est vrai que la société antique athénienne, comme toutes les sociétés, les grandes cités de cette époque, est marquée du fléau de l'esclavage. C'est aussi le cas de notre société du XVIIIe siècle, qui était une société esclavagiste. Et à ce compte-là, vous pouvez mettre aux poubelles de l'histoire quasiment tous les, l'Amérique du XVIIIe siècle, la Grande Révolution américaine, la Grande Révolution française, et Athènes évidemment, la philosophie, les tragédies attiques, etc. Bon, donc on a cette horreur de l'esclavage qui accompagne toutes les grandes cités antiques. Non, c'est même pas par l'horreur, c'est de dire ils pouvaient faire ça parce qu'ils avaient des esclaves. Oui, mais j'entends, mais je veux quand même souligner que l'esclavage est une horreur et que notre manifeste pour la démocratie n'a absolument pas besoin de faire une place à l'esclavage. Pourquoi? Parce que en réalité, le cliché qu'on nous enseigne à l'école, qui est vraiment un mensonge, alors parfois un mensonge involontaire, mais de la part de certains, c'est un mensonge délibéré parce qu'ils savent très bien que c'est faux.
ce serait que à Athènes, la démocratie athénienne, ce serait une société d'aristocrates, d'élus, de gens qui seraient privilégiés, bien nés, qui seraient des oisifs, des intellectuels, qui deviseraient soi-disant sur l'agora, en faisant de la philosophie, en réfléchissant, pendant que les travailleurs seraient des esclaves. Ceci est rigoureusement faux. Il y a effectivement des esclaves à Athènes, il y en a beaucoup. Certains d'entre eux sont d'ailleurs extrêmement riches, d'autres non. Et puis, dans le démos athénien, on commence à très bien le connaître. Il y a, dans la période que Christophe Pébart a étudié le plus près, la période classique, il y a du 5e siècle, il y a 60 000 Athéniens qui font partie du démos, donc qui sont des hommes. Il y a aussi la limitation des femmes, hein, qui est évidemment tout à fait contestable, scandaleuse et discutable, mais c'est pas le sujet. À l'époque, on était dans une société patriarcale, donc évidemment, ça a accompagné les plus beaux phénomènes artistiques, politiques, etc. Ne faisons pas d'anachronisme. Voilà, donc nous avons donc un démos qui est composé pour l'essentiel, de gens qui travaillent, et pour l'essentiel, de gens qui font partie des classes qu'on appellerait aujourd'hui des classes populaires. C'est-à-dire que quand vous êtes artisan, si vous n'êtes pas, par le hasard de votre naissance, esclave, mais quand vous êtes artisan, laboureur, etc., et ça c'est tout le peuple libre d'Athènes, ils interviennent, etc. Non, mais ils travaillent, et puis selon nos standards, on considérerait qu'ils sont soit très modestes, soit pauvres. D'accord. Donc cette représentation de la démocratie athénienne comme une démocratie de oisifs, qui aurait pour condition un peuple non citoyen esclavagisé, est une pure invention qu'il faut contester. Et c'est une des inventions qui a servi à discréditer l'expérience athénienne. Parce que, en fait, pour beaucoup d'historiens, beaucoup de philosophes, c'est assez insupportable de reconnaître qu'il y a eu un peuple délibérant composé de classes populaires qui, pendant 2 siècles, a délibéré sur des questions aussi graves que l'inflation, l'augmentation des prix du blé, la question des famines, la question des épidémies, je rappelle la peste, ce qu'on a appelé la peste, la décision d'aller en guerre. De l'époque. Voilà, en fait, toutes les questions que nous avons aujourd'hui sur la table, à part celle de l'écologie, mais la question des prix du blé, de l'inflation, de la guerre, des épidémies, c'est vraiment les questions qu'on entend aujourd'hui comme argument selon lequel une démocratie c'est pas possible parce qu'on a des problèmes tellement terribles. Mais les Athéniens avaient aussi les mêmes types de problèmes. Qui n'étaient pas moindres que les nôtres. Voilà. C'est évident. Exactement. Ça, c'est très important. On va parler maintenant de la démocratie représentative, justement. C'est quoi? On va avancer un peu là-dessus. Après cette petite pause. Oui, on vous prendra d'ailleurs au 0826 300 300 pour parler de démocratie participative avec Barbara Stiegler, qui est toujours notre invitée, bien sûr. À tout de suite sur Sud Radio. Barbara Stiegler dans tous ses états, Christophe Pébart aussi, démocratie manifeste. Démocratie, effectivement. Alors, et je ne sais pas s'il faut s'adapter ou pas, mais on poursuit un peu notre entretien, Barbara Stiegler, qui est philosophe, avec justement la démocratie représentative. Et c'est là où le bas blesse pour énormément de gens. Ils disent représentative, attendez. Aujourd'hui, l'impression qu'il y a, en tout cas chez certains, et ils ne sont pas les moindres, qu'il y a un pouvoir, c'est le pouvoir exécutif. Législatif, on ne sait pas où il est. On voit les assemblées nationales et l'Assemblée, le Sénat, pour parler que de la France. Et la justice, elle aussi, on peut se poser beaucoup de questions. Et donc, nous avons élu nos députés, nos sénateurs, etc. Nous n'avons pas élu McKinsey ni Ursula von der Leyen, mais c'est un autre problème. Et on nous dit, oui, c'est le gouvernement, vous l'avez dit, Barbara Stiegler, du peuple, pour le peuple et par le peuple. On écoute ça, mais on a envie de rire. Oui, alors, envie de rire. Le gouvernement représentatif, parce qu'il s'appelle comme ça au départ, il a été inventé en réponse à la poussée démocratique extraordinaire de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. C'est à ce moment-là. C'est là, c'est au moment de la grande révolution américaine et surtout de la grande révolution française que une partie des peuples, et c'est un peu partout dans le monde, remettent à l'ordre du jour ce régime démos kratos. Il en est de plus en plus question. Oui. Un peuple qui se gouvernerait lui-même et qui n'aurait aucun chef au-dessus de lui. Alors, ce choc du XVIIIe siècle, ce choc révolutionnaire qui va parcourir presque la totalité du monde, va recevoir une réponse par les libéraux.
Les libéraux vont répondre que bon, il faut faire une place à ce peuple, effectivement, qui avant n'existait pas, tout simplement. C'était une population, c'était des sujets. Le peuple est une idée neuve, quoi. Voilà, le peuple comme acteur politique, c'est quelque chose qui est complètement neuf, ou plutôt qui reprend une idée athénienne. Et donc cette réalité du peuple qui a surgi, par exemple, en France au 14 juillet, je renvoie vos auditeurs au magnifique livre d'Éric Vuillard, 14 juillet, qui décrit avec les armes de la littérature le surgissement de ce nouvel acteur, le peuple, qui avant était une collection d'individus ou de sujets ou de populations. Donc ce peuple, ils veulent lui faire quand même une place parce qu'on ne peut pas l'annihiler. Alors quelle place ils vont lui donner? Eh bien, ils vont considérer qu'il y a des élus qui constituent une nouvelle aristocratie qui n'est pas fondée sur la naissance, mais sur la compétence. Et le peuple est concerné par cette nouvelle aristocratie de deux manières. Première manière, ce serait au peuple de contrôler que c'est les bons aristocrates, ceux qui sont vraiment compétents qui vont aux affaires. Donc on a la mise en place de suffrages, d'abord censitaires, puis petit à petit universel masculin, et puis vraiment à la toute fin universel tout court, c'est-à-dire que les femmes sont invitées à voter aussi. Donc ça, c'est pour contrôler la loyauté, la vertu et la réelle compétence supposée de ces élus. Voilà, donc le peuple, il a un rôle ici, comme électeur, mais ce n'est pas du tout lui qui gouverne, ce n'est pas du tout lui qui délibère, ce n'est pas du tout lui qui décide quoi que ce soit. Il contrôle juste la qualité des élus. De ses représentants. De ses représentants qui deviendront assez vite, d'ailleurs, ses champions au sens sportif. Il va devenir, on va lui demander d'être le supporter de la bonne équipe, dans la démocratie, dans la soi-disant démocratie partidaire. Et puis, le deuxième rôle du peuple, il est très intéressant. C'est de considérer que ces élus, parce qu'ils sont non pas bien nés, mais en tout cas bien éduqués, bien expérimentés, compétents, etc., et à ce titre correspondant à des aristoïs, eh bien, eux sauraient ce que les libéraux appellent, à la suite des révolutionnaires, l'intérêt général du peuple. C'est-à-dire que vous vous trouvez dans une situation extrêmement intéressante où vous avez un peuple acteur qui s'est insurgé, qui a dit nous sommes le peuple et nous voulons gouverner démocratie, en tout cas une partie d'entre eux, pas tous, mais une partie d'entre eux, a mis la démocratie à l'ordre du jour. Et puis vous avez en face une aristocratie élective qui va se constituer et qui va dire vous le peuple n'êtes pas capable de saisir votre intérêt général. Vous n'en êtes pas capable. Nous en sommes capables. Nous qui ne sommes pas le peuple, savons mieux que vous ce qui est bon pour vous. Un peu sur le modèle paternel. C'est le camp du bien. Oui. Et c'est papa-maman. Il y a quand même un modèle tout à fait paternel qui est paternaliste, qui est de dire que au fond le peuple est un enfant. Et d'ailleurs Tocqueville, dans De la démocratie en Amérique, n'hésite pas à confondre la démocratie qu'il pense malheureusement à ses yeux irréversible. Il n'hésite pas à la qualifier d'enfant des rues, d'enfant sauvage qu'il va falloir domestiquer. Donc cet enfant a été très vite domestiqué, soyons clairs. Oui. Et, et ce gouvernement représentatif va se mettre à s'appeler lui-même sous la poussée, les multiples poussées révolutionnaires, les répliques de la Révolution française de 1830, 1848, 1871. Ensuite, on a le CNR. Enfin, on a des poussées comme ça permanentes. On a avant 36. Bon, on a toutes sortes de poussées dans l'histoire sociale et révolutionnaire de la France, avec la remise à chaque fois à l'ordre du jour de l'expression de 93, la République sociale et démocratique, ou la République démocratique et sociale, mais là c'est le démocratique qui m'intéresse, eh bien à chaque fois il va y avoir une reprise par les libéraux qui ne sont pas démocrates, qui ne veulent pas que le peuple gouverne, il va y avoir une reprise du mot. Et le mot va complètement changer de sens. Et à la fin on arrive à cette absurdité qui est celle d'aujourd'hui, où on nous raconte, c'est quand même le discours dominant, qui est un discours très installé dans la tête de tout le monde. Il faut vraiment se battre contre soi-même pour pas parler comme ça. Qu'il y aurait d'un côté la démocratie représentative, avec des élus qui seraient censés saisir notre intérêt général que nous, on ne serait pas capable de saisir. Et puis de l'autre, pour remettre un peu de vie dans tout ça, il y aurait la démocratie participative, où de temps en temps, un morceau du peuple serait invité à venir donner son avis sur telle ou telle micro-question.
Les comités citoyens, les conseils citoyens, etc. Voilà, tout ça est aberrant. C'est-à-dire que quand vous dites qu'il y a une démocratie participative, comme on le dit souvent dans nos interventions publiques avec Christophe Pébard, ça veut dire que serait une démocratie dans laquelle le peuple ne participe pas. Mais c'est juste une absurdité. La démocratie, c'est même pas une participation du peuple. C'est le peuple qui délibère et qui décide pour lui-même. Donc s'il est invité à participer de temps en temps sur des petites questions locales et après coup, ça n'a rien à voir avec de la démocratie. Alors ça c'est bien de poser le sujet comme ça, effectivement, mais ça laisse à la fois un peu rêveur parce que justement vous montrez ce que n'est pas la démocratie. Vous avez montré philosophiquement et en termes, et je dirais sémantiquement, ce qu'est la démocratie. Mais aujourd'hui, alors je vous pose la question, Barbara Stiegler, est-ce qu'on est en quel type de régime aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a affaire à ce qui s'appelle le gouvernement représentatif. Ce gouvernement représentatif est très souvent défaillant dans le sens où il représente mal ceux qu'il est censé représenter. Mais en tout cas, le gouvernement représentatif, c'est un régime électif avec une aristocratie élective qui, dans le meilleur des cas, correspond à une république aristocratique et élective, dans le sens où il y a un effort pour saisir l'intérêt général, et dans le pire des cas, est corrompu et on est très loin de la République. Alors, je laisse chacun apprécier. Moi, j'ai l'impression qu'on est aujourd'hui extrêmement loin de l'intérêt général. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une république bananière, comme on parlait de monarchie bananière ? Je pense en tout cas qu'on a affaire à une plutocratie en France, c'est très net. J'ai connu un pays dans lequel les institutions républicaines fonctionnaient plus ou moins bien, avec beaucoup d'imperfections bien sûr, mais plus ou moins bien. Elles sont toutes en train de se détraquer à travers la destruction délibérée et orchestrée des services publics. Il n'y a pas de république sans service public. Et donc à la fin, c'est une clique, un entre-soi plutocratique, d'ailleurs mal éduqué, pas compétent. Enfin, moi, quand je vois le niveau des ministres actuels, je suis effarée sur leur niveau scolaire, intellectuel. Voilà, la population générale est infiniment plus éduquée, raffinée que les gens qui brutalement nous imposent des réformes qui n'ont aucun sens et qui ne correspondent pas à ce que nous souhaitons. Donc oui, aujourd'hui, là, en France, on est arrivé à vraiment un état de liquidation générale, même de l'intérêt de la notion même d'intérêt général. Bon. Mais c'est encore un autre sujet. C'est-à-dire que... Oui, mais c'est important quand même de savoir, de le dire, enfin de dire ce que vous en pensez aussi. Vous êtes citoyenne comme les autres. Et philosophe pas comme les autres. On va peut-être prendre des auditeurs. Oh oui, puisque ça vous êtes beaucoup à nous appeler. On a Christophe qui nous appelle d'Angers. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour André, bonjour Madame Stiegler. Alors moi je suis assez agacé par les journalistes et les commentateurs politiques qui doivent avoir une culture politique bien plus importante que la mienne, mais on ne peut plus être de gauche ou de droite. Maintenant, on est soit d'extrême droite, soit d'extrême gauche. Et c'est déjà une confiscation un peu de la démocratie, me semble-t-il. Pourquoi ? Parce que il me semble que le conservatisme de droite, ça ne veut pas dire d'extrême droite. Et quant à la gauche, elle a subi des mutations qui fait que bon, l'étranger est une figure magnifiée. Le déracinement, la lutte contre les pots d'échappement plutôt que contre la lutte des classes. Mais dans le discours médiatique, il n'y a que extrême gauche et extrême droite. Ce qui fait qu'on est convoqué à une radicalité qui nous enferme, nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je trouve ça assez pitoyable et nul, quoi, parce que quand on s'intéresse un peu à l'histoire de la pensée politique, l'histoire des droites, des gauches, c'est pas ça, me semble-t-il. Voilà. On va en parler. Merci Christophe. Barbara Stiegler. Alors, l'extrémisation de la... Oui, je peux en témoigner, moi, à titre personnel. Comme vous savez, je suis inscrite quelque part dans le champ politique actuel. Je pense que vous avez dû vous renseigner. On n'est pas dans les mêmes lieux que l'auditeur, vous-même et moi. Et moi, je trouve très important, justement, que des gens comme nous, qui ne sommes pas dans le même endroit de l'échiquier politique, puissions nous parler sans nous insulter et en essayant de rester rationnels. Donc c'est pour ça que je suis très contente et que j'ai accepté sans hésitation votre invitation et que je suis très contente d'être ici. Je vais donc témoigner depuis disons le lieu où je me trouve aujourd'hui dans mes soutiens politiques. J'ai soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, quand vous soutenez la candidature de Jean-Luc Mélenchon, vous êtes considéré comme extrémiste.
On vous a qualifié d'extrémiste. Oui, vous êtes Extrême gauche, considéré comme appartenant à l'extrême gauche. Cela n'a, comme le dit cet auditeur, strictement aucun sens sur le plan historique. L'extrême gauche existe en France, je la respecte, je discute avec des camarades d'extrême gauche, c'est leur choix, c'est leur ancrage politique, ce n'est pas le mien et ce n'est pas celui non plus de la France insoumise que j'ai soutenu aux dernières élections présidentielles. Pourquoi ? Parce que le discours, le corpus idéologique de Jean-Luc Mélenchon correspond à peu près au socialisme français républicain qui s'est constitué à la fin du 19e siècle, autour de figures comme Jean Jaurès. Voilà. Il s'est ensuite agrégé d'autres questions, des questions décoloniales, etc. Certains le déplorent, d'autres en sont ravis, c'est encore une autre question. Mais le cœur doctrinal de la gauche incarnée par la France insoumise, c'est le socialisme républicain, c'est-à-dire, je développe, c'est-à-dire lutter contre le système capitaliste par des voies qui ne sont pas celles de la révolution dans la rue, mais aussi par le système électif, par des réformes, etc., etc. Bref, tout ça pour dire que classer, on en est aujourd'hui, il y a un tel déport vers non seulement la droite, mais les positions justement, alors là pour le coup de l'extrême droite, que tous ceux qui ne sont pas allés de ce côté-là apparaissent comme d'extrême gauche. Mais Barbara Stiegler, on pourrait vous répondre de la même façon. Le nombre de gens qui ont des positions un peu différentes, qui sont qualifiés d'extrême droite, est totalement imbécile aussi. C'est-à-dire que vous avez les deux côtés. Parce que, mais on va pas avoir la discussion sur Mélenchon, on l'aura une autre fois. Parce qu'il n'y a pas que Mélenchon. Il y a autour de Mélenchon un certain nombre de gens qui partent, enfin à mon avis, dans tous les sens. Mais moi je trouve absolument, et je suis d'accord avec vous, mais je trouve le pire, c'est, attendez, d'où tu parles. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'où tu parles? Excusez-moi, vous êtes Barbara Stiegler avant d'avoir une étiquette. Vous avez vos convictions, vous les étayez, et c'est ça qui compte. Moi, je me fous totalement, et je vous dis, les gens que je reçois, je regarde pas leur étiquette avant de les recevoir. Mais qu'ils soient d'extrême gauche, j'ai reçu des gens d'extrême gauche, j'ai reçu des intégristes comme Kémy Séba, et c'est très bien. Je veux dire, j'ai pas un problème, même si je ne suis pas d'accord. L'imbécilité, et je dis aussi bien chez les mélenchonistes que chez les Rassemblements nationaux ou autres, c'est quand, avant de discuter, vous dites, vous êtes d'extrême droite. Et ça frappe tout le monde, y compris chez Mélenchon. C'est ça qui ne va pas. C'est que ces gens-là chosifient. Ce sont des ânes à œillères, pardon de le dire aussi. Et je dis aussi bien à gauche qu'à droite. Quand vous avez ça, quand vous avez ce genre de discussion, c'est fini, il n'y a plus de discussion. Il y a, les gens sont là, moi je suis dans un camp, je suis content, j'ai mes béquilles. C'est pour ça que il faut parler de la chose elle-même. Voilà. Ce qu'on appelle en philosophie la chose même. Par exemple, actuellement, dans le cas du conflit actuel, israélo-arabe qui reprend, ou plutôt israélo-palestinien, pour nommer les choses de manière plus rigoureuse, vous assistez aujourd'hui depuis 2 ou 3 jours à ce phénomène extraordinaire. Jean-Louis Bourlange, par exemple, qui est considéré comme faisant partie du camp de la raison, va avoir toute une série d'énoncés qui seront en gros exactement les mêmes que ceux de la France Insoumise ou de l'éditorial de Haaretz. Bon. Quand c'est Jean-Louis Bourlange qui le dit, on va vous dire, oui, là, il est en train d'expliquer, mais il ne justifie pas. Quand c'est l'éditorial d'Haaretz, qui est accablant pour Netanyahou, on va dire, il explique, mais il ne justifie pas. Et quand c'est des partisans de la France Insoumise qui font exactement la même opération, il justifie parce qu'il cherche des électeurs. Mais c'est affolant. C'est-à-dire, c'est une forme d'attitude macartiste. C'est-à-dire, on essaie de regarder effectivement quelles sont vos intentions cachées au lieu d'écouter ce que vous êtes en train de raconter. Et ça détruit tout espace public. C'est vrai, mais le problème, c'est qu'il ne faudrait pas que les gens qui disent ça s'adonnent à l'exercice avec leurs adversaires politiques. Et le problème, c'est qu'ils le font des deux côtés. Oui, non, mais tout à fait. C'est une attitude extrêmement répandue. On se reparle après une petite pause. Oui, on marque une courte pause sur Sud Radio et puis on aura Philippe qui nous appelle. À tout de suite sur Sud Radio. Retour dans le face-à-face sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec Barbara Stiegler qui est notre invitée du jour. Et puis, nous recevons Philippe qui nous appelle depuis Caen. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour André. Bonjour Madame Stiegler. Merci de votre franchise. J'aimerais juste, avant de commencer, quelque chose, une remarque. Condoléances au peuple juif, qui pour moi est aussi une grande démocratie, pour info. Moi, il y a un symbole qui peut aussi fédérer les gens, c'est quand je vois la flamme olympique, pour moi, ça inspire, en tout cas pour moi, la démocratie est un symbole de liberté. Madame Stiegler... La flamme olympique, vous dites, oui. Oui, la flamme olympique. La flamme olympique, on va dire qu'elle est universelle, elle est un symbole
de liberté. Madame Ziegler, je vous pose juste une question. Comment, d'après vous, accéder, on pourrait dire ça comme ça, à une démocratie de type fédéral, confédéral que connaît la Suisse, par exemple? Alors, merci de votre question. La Confédération suisse, vous savez, ça correspond à plusieurs langues, donc c'est vraiment très très loin de notre histoire. Notre histoire, nous, en France, si votre question porte sur la France et pas sur l'Union européenne, mais je crois qu'elle porte sur... c'est sur la France, hein, Christophe. Ou alors elle porte sur l'Union européenne, ce qui est encore autre chose. Ouais. Votre question porte sur la France, Christophe? Oui, tout à fait, affirmatif. Voilà. D'accord. Alors, si votre question porte sur la France, ce que je trouve très intéressant dans l'expérience démocratique suisse, que malheureusement je connais mal, mais à laquelle j'essaie de m'initier depuis peu, je vais en Suisse et je cultive des relations avec des Suisses pour justement, et de même la même chose avec les Belges qui sont dans un espace francophone en Wallonie, qui ont une pratique politique très différente de la nôtre d'ailleurs, et de la Suisse. Ce que je trouve intéressant, c'est l'idée d'assemblée permanente, récurrente, que les gens prennent l'habitude de s'assembler, qui prennent l'habitude de délibérer, qui prennent l'habitude de se gouverner eux-mêmes par le fait de s'assembler, de délibérer et de décider ensemble et de suivre la décision collective. Alors la votation suisse, etc., a été très critiquée par les Suisses parce qu'il y a plein de versions dégradées de la chose, du fait aussi d'un espace médiatique qui est pas idéal. Mais le fait de s'assembler, de délibérer... En tout cas, voilà, ça donne une voix sur le fait que... Vous savez, les Athéniens, André Berkoff me demandait tout à l'heure hors micro comment on fait la démocratie. Ouais. Les Athéniens, ils la faisaient en refusant de désigner un grand homme. Périclès n'est pas le chef d'Athènes, il n'a jamais été. Il a une fonction militaire, il est consulté, mais c'est pas lui qui décide. Il s'en sortait en laissant délibérer, en demandant à un collectif permanent de délibérer sur la colline de la Pnyx, qui a délibéré pendant 2 siècles. Colline d'Athènes, quoi. Voilà, la colline d'Athènes, en face de l'Acropole, qui, une journée entière, vous pouviez aller, vous étiez invité à aller sur la Pnyx. Chaque combien? Une journée entière, combien? À peu près tous les 10 jours. D'accord. Pendant 2 siècles, vous imaginez, c'est complètement fou. Et toutes les personnes qui appartenaient au corps, au collectif délibérant ayant capacité de voter et de prendre les décisions, étaient invitées à venir. Donc, quand on arrivait à 6000, on considérait qu'il y avait le quorum et commençait la délibération. À 6000 ? Oui. Et donc, formidable, quel rêve! On écoutait pendant toute une journée des prises de parole, ensuite on tranchait. Pour répondre à votre question, il serait aberrant de reprendre ce modèle en se disant que la Pnyx serait place de la Concorde. De même qu'il serait aberrant de la mettre au milieu de la France ou sur la Méditerranée. Votre question pose celle de la pluralité de ces collectifs délibérants et comment ils s'articulent entre eux. Et je crois que la voie est là. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous prenez l'échelle du département, qui est une échelle à laquelle je suis profondément attachée et qui est aujourd'hui menacée de destruction par nos réformateurs, l'échelle du département est très importante parce que c'est l'échelle qui a été inventée par les révolutionnaires et c'est pas pour rien. Et d'ailleurs, les Français y sont très attachés. Bien sûr. Cette échelle du département, c'est une échelle relativement à taille humaine, qui correspond à peu près d'ailleurs à la taille de la cité athénienne, qui est une région, en fait, qui est un territoire, l'Attique. Et on peut très bien imaginer une délibération permanente et récurrente à l'échelle des départements, que ces collectifs délibérants soient contraints de s'accorder entre eux à une échelle nationale pour trancher sur toutes les grandes questions. C'est tout à fait envisageable. Il n'y a absolument rien qui nous empêche de le faire. Nous en avons la conviction. Et de le faire dans la même, comme les Athéniens tous les 10 jours. Oui, la seule chose à quoi ce qu'il faudrait éviter, évidemment, ce serait qu'il y ait une centralité. Et les révolutionnaires français se sont complètement confrontés à cette problématique, avec la tension entre un centre unique qui serait l'Assemblée nationale, qui a voyagé entre Versailles, les Tuileries, etc., et qui est aujourd'hui au Palais Bourbon, et ce qu'on a appelé les communes insurrectionnelles, les communes qui demandaient, avec la sans-culotterie, à décider pour elles-mêmes et qui étaient dans une tension plus ou moins fructueuse avec l'Assemblée. Voilà, là on a des voies historiques extrêmement précises et sérieuses. Et on a communiqué ça à la Commune de Paris. Oui, la commune insurrectionnelle de Paris, qui a eu un rôle fondamental dans la Révolution française, mais il y a eu d'autres communes, à Lyon, à Bordeaux, etc. Et ensuite, il y a eu les aristocrates et
les contre-révolutionnaires ont orchestré, ont mis en place une immense guerre civile et se sont alliés avec les étrangers qui souhaitaient bloquer la révolution. Et évidemment, on a basculé dans un tel niveau de guerre que tout ça a aussi capoté pour ces raisons. Mais vous dites que c'est possible aujourd'hui. Mais bien sûr. Et surtout qu'on a un grand allié quand même, Barbara, c'est Internet. Oui, exactement. Alors, ils ne l'avaient pas, les révolutionnaires. C'est intéressant, mais à manier avec prudence. Moi, je manie beaucoup l'outil Internet, puisque j'ai ouvert un compte Twitter maintenant. Je voulais pas aller sur ce terrain. J'avais le confort, étant invité un peu partout, de l'éviter. Mais comme petit à petit, mon discours peut gêner, indisposer certaines radios publiques, certaines chaînes privées, au bout d'un moment, vous vous retrouvez, on vous retire le micro. Donc, le nombre de fois où j'ai été invité et violemment désinvité par les mêmes, qui ont eu une intervention de je ne sais qui pour que Barbara Stiegler ne doit pas venir parce que ce qu'elle raconte est problématique, parce que ça serait un peu trop révolutionnaire. Vous voyez, on en est là aujourd'hui. Que un peu poussé dans mes retranchements, j'ai ouvert un compte Twitter pour me défendre. Et oui, c'est intéressant, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que c'est dangereux aussi de passer sa vie à s'imaginer qu'on pourrait faire une e-lutte ou une e-démocratie derrière son écran. Internet à l'aide et à point avec ces rencontres-là. Ça, évidemment, c'est plus puissant que l'outil téléphonique ou l'outil messager qu'on avait pendant l'Antiquité. Donc, il y a la coordination de ces collectifs délibérants est parfaitement possible. Alors voilà, vous venez d'assister à un bel exercice de démocratie pendant de 13 à 14 heures avec Barbara Stiegler, et je vous assure qu'on réitérera cet exercice. Merci d'avoir été avec nous, Barbara Stiegler. On rappelle ce livre, André, Démocratie manifeste, c'est publié aux éditions du Bordelot. Il faut s'adapter, Folio Essai Réédition. André Berkoff revient demain.